Jusqu'à ce que la mort nous sépare, les morts de Guy Bordenave et Luc Amblard. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Ce soir, je reviens sur une histoire qui a fait beaucoup de bruit, qui a suscité de l'indignation et des questionnements. Cette histoire est celle des morts atroces de Guy Bordenave et de Luc Amblard en 2009. Guy Bordenave a 39 ans et Luc Amblard en a 56. Ils sont en couple depuis environ 15 ans. Tous deux se rencontrent un soir de Noël 1993. À partir de ce soir-là, le couple ne se quitte plus. Ils construisent une maison et vivent paisiblement dans le village de Couy, un hameau de 300 habitants environ près de Bourges. Ils ont des amis, font la fête, vont au restaurant, bref, le couple mène une vie belle à la campagne. Ils gèrent tous les deux une société de spectacle. Mais au printemps 2009, le couple disparaît sans laisser de traces. Au départ, les autorités pensent à une disparition volontaire du couple. Mais après quelques jours d'absence, la disparition volontaire du couple se met en meurtre. Des témoignages étranges, un fourgon blanc devant la maison, du sang. Des hommes très affairés à laver un véhicule. Puis vient un nom, un second et des aveux. Guy et Luc resteront ensemble jusqu'au bout, mourront comme ils l'ont vécu, côte à côte. Le mobile de ces crimes reste assez énigmatique, l'argent ou la jalousie. Les auteurs de leur meurtre sont en prison depuis 2011 et y resteront encore longtemps. Encore aujourd'hui, on peut se poser la question du passage à l'acte. Car Guy et Luc trouvent la mort de la plus atroce des façons. C'est une peur primitive, celle d'être enterrés vivants. Enterrés vivants, ils se feront face à face jusqu'au bout. Retour sur les morts de Luc Amblard et Guy Bordenave. Une inquiétante disparition. Guy Bordenave et Luc Amblard forment un couple fusionnel depuis fin 93. Tous les deux gèrent une société de spectacle. Dans leur maison de Couy, ils vivent paisiblement, ne font pas d'histoire. Ils ont des amis, se rendent au restaurant et gèrent leurs affaires comme ils le peuvent. Ils sont également en contact régulier, journalier même avec leurs proches. Mais depuis le 7 mars 2009, plus personne n'arrive à les joindre. Et leurs proches s'inquiètent. C'est au début de la matinée du mardi 10 mars 2009 qu'une femme, Marie-Laure Bordenave, appelle les gendarmes de Bonny. Cela fait 3 jours qu'elle ne parvient pas à joindre le couple. Marie-Laure s'inquiète, car Luc souffre de diabète. Il est très malade, doit prendre un traitement quotidien. Les gendarmes se rendent sur place au petit matin. La maison est fermée à clé, les volets sont baissés. En apparence, il n'y a rien de particulier. En apparence seulement. Les gendarmes frappent à la porte, aucune réponse. Ils font le tour de la maison et découvrent qu'il y a une porte-fenêtre en partie ouverte. Ils forcent un peu la porte-fenêtre et entrent dans la maison du couple. Route de Sévry à Couy. À l'intérieur, après un rapide coup d'œil, il remarque un verre brisé, du pain beurré complètement sec, un évier rempli de vaisselle et une bouteille d'alcool vide. Les portables de Guy et Luc sont également posés sur un meuble. Le couple est parti sans eux du coup. Plus inquiétant encore, du sang est découvert sur un des oreillers, ainsi qu'un drap. Des traces de sang sont également découvertes au pied du lit, ainsi que sur quelques mégots de cigarettes, sur le sol et dans un cendrier. La maison est complètement vide. Il n'y a personne. Les propriétaires ne sont pas là. La voiture du couple, une Mercedes,
est toujours là. Alors, où le couple a-t-il pu partir? Surtout que Luc est parti sans sa trousse de soins. L'homme est très malade et franchement, il ne peut pas bouger des masses. Quand il se déplace, c'est toujours en voiture. On est à la campagne, ils sont donc un petit peu loin de tout. Et Luc étant malade, il ne peut pas marcher très longtemps. Mais au départ, c'est une enquête pour disparition inquiétante qui débute. Elle débute de suite. Car eh bien, il y a le sang, le verre brisé de la voiture, Luc qui n'a pas pris son traitement, et les portables qui sont toujours dans la maison. Mais rien n'indique que le couple est parti volontairement ou non. Au début, la police, les gendarmes plutôt ne s'inquiètent pas. Mais les jours passent et ça fait déjà 3 jours que le couple ne donne aucune nouvelle, qu'ils n'appellent pas, qu'ils sont injoignables. Et ça n'est jamais arrivé. Mais l'enquête débute ainsi. Une enquête de base. Les gendarmes retracent l'emploi du temps de Luc et Guy. Le samedi 7, vers 11h30, Guy passe à l'épicerie et au bureau de tabac de Couy. Il n'y a que ça dans le village. L'homme discute un petit peu avec les commerçants. Selon eux, Guy semblait content, heureux, satisfait. Il repart chez lui tranquillement. La journée semble se dérouler sans accroc. C'est le soir, vers 20h30, que les choses semblent changer. Car des voisins remarquent des faits inhabituels. En effet, ils voient de la lumière dans le salon et remarquent que Luc et Guy ne sont pas seuls, ils sont 4 à table. Luc et Guy sont assis côte à côte, face à la fenêtre. Donc ils voient qu'il y a quelqu'un dehors qui les remarque. Leurs invités, l'un assis face à Luc et l'autre est debout. Bref, ce truc étrange, les voisins le remarquent. Ils rentrent chez eux et c'est tout. Mais c'est le voisin direct du couple, parti passer la soirée avec des amis, qui va remarquer de la lumière au domicile de Guy et Luc à son retour, à 2h du matin. Et là, c'est complètement inhabituel, car le couple en général se couche très tôt. Les voisins directs du couple aperçoivent également un fourgon blanc, qui n'a rien à faire là. Il est garé chez les voisins. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Bref, on commence à voir quelques autres clouches. Pile le soir où ils disparaissent. Les gendarmes posent d'autres questions aux voisins. Qui sont Guy et Luc? Est-ce qu'ils sont sympathiques, aigris, solitaires, etc. Et on va apprendre que Luc a prêté ses volontés d'avoir beaucoup d'argent, de cacher des lingots dans sa maison, d'avoir un compte en Suisse, ce qui est complètement faux. Les gendarmes vont apprendre que Luc a fait de la prison pour escroquerie. Donc ils enquêtent sur l'entreprise Bourges Gala que le couple tient. Et vont découvrir que certains intermittents du spectacle qu'ils embauchent n'en sont pas vraiment. Et que depuis peu l'entreprise est sous le coup d'un contrôle des assédiques. Le couple est même sur le point de se séparer de l'entreprise, prêt à la confier aux Fernandez, des salariés, ce que j'ai compris, qui acceptent de racheter l'entreprise. Les 2 hommes seraient donc partis de leur plein gré après avoir vendu l'entreprise. Mais les gendarmes et la famille en sont de moins en moins certains, car leur portable se trouve dans la maison. Pourquoi ne pas les avoir emportés? Pourquoi ne pas avoir emporté d'affaires? Et surtout, pourquoi ne pas être parti avec la voiture? Les gendarmes épluchent les comptes en banque du couple, ainsi que la carte de la société, et découvrent que cette carte a servi dimanche soir dans un distributeur de billets pour un total de 800-900 euros. Mais la carte a servi sur Paris, à 200 km, distance que le couple aurait parcouru soit en faisant du stop, soit en prenant le train, car ils n'ont pas pris leur voiture. Les enquêteurs commencent à se poser la question, est-ce vraiment une disparition volontaire? L'enquête passe donc d'une disparition inquiétante à une enquête pour enlèvement et séquestration
le 17 mars. C'est au tour de la sœur de Guy, Marie-Laure, de raconter ce qui s'est passé quelques jours après la disparition du couple. Le lundi 9 mars, un homme, Claude Juillet, son ex, qu'elle voit de temps en temps encore, arrive chez elle. Le couple s'est quitté pour X ou Y raison, et il semble que Claude Juillet impute la faute à Guy et Luc, qu'ils se mettent en travers de sa route quant à sa relation. Claude Juillet, Guy et Luc se connaissent bien également. Ils mangent ensemble parfois, et Claude, de ce que j'ai pu en entendre, bosse pour eux. Bref, Claude Juillet passe le 9 mars chez Marie-Laure, et sans le vouloir, par inadvertance, fait tomber une carte ou deux. En tout cas, celle qu'elle va voir en premier, c'est celle de la société Bourges Gala, nom de l'entreprise qu'elle détient avec son frère Guy. Claude Juillet ramasse la carte bleue, puis la remet dans sa poche. Ni vu ni connu. Marie-Laure déclare aux gendarmes avoir cru voir une autre carte bleue tomber, celle de la mère de Luc, mais elle n'est pas certaine. Elle n'a pas vu le nom en entier. Alors là, Claude Juillet devient intéressant. L'homme est donc entendu par les gendarmes. On lui pose des questions sur ces fameuses cartes bleues. Et l'homme nie complètement les avoir en sa possession. Que le samedi soir, il était chez lui et que sa fille était là et qu'elle peut en attester. Le passé de Claude Juillet est mis en avant et il est loin d'être vierge. L'homme fut emprisonné pour un braquage à main armée sur Paris. Certes, il y a 30 ans, mais c'est arrivé. L'homme a écopé de 8 ans de prison, avant de s'installer en pleine campagne, à Couy, pour peut-être se faire oublier. Donc là, avec ça, les cartes bleues et son passé judiciaire, qui est loin d'être vierge, il devient intéressant. Son domicile est perquisitionné. Les gendarmes veulent trouver les cartes bleues. Mais au lieu de ça, les gendarmes trouvent des armes à feu, une arbalète, fusil de chasse, revolver et d'autres. De la décoration, selon Claude Juillet. Ils sortent de la maison et vont à l'arrière de celle-ci. Et ce qu'ils trouvent, c'est un fourgon blanc, de la même marque et de la même couleur que celui aperçu en face du domicile de Luc et Guy le soir de leur disparition. Ils s'approchent et remarquent une poubelle, tout près. À l'intérieur de la poubelle, ils découvrent des collets de serrage. Là, Claude Juillet devient très suspect, très intéressant en fait. Il y a quand même de plus en plus de choses qu'il le pointe du doigt. Mais il a un alibi. Il était avec sa fille, chez lui, le samedi soir. Les gendarmes posent donc la question à sa fille, qui va répondre que oui, elle était bien chez son père ce jour-là, mais qu'il n'était pas seul, qu'il y avait un ami à lui, Christophe Vreillet. Ça, Claude Juillet n'en a pas parlé. Elle va dire aussi, révéler aussi un fait important, elle n'a pas dormi chez son père ce soir-là, mais chez Marie-Laure. Et que son père est venu la chercher le dimanche en fin de matinée, donc on va dire vers 11h du matin. Puis il l'a reconduit sur Paris le soir même. C'est intriguant pour vous? Eh bien, ça l'est pour les gendarmes aussi. Car sur Paris, c'est le même endroit où la carte de crédit de la société de Luc et Guy a servi. L'étau se resserre sur Claude Juillet. Et donc, est-ce que l'autre homme présent dans la maison, Christophe Vreillet, a quelque chose à dire? Lui aussi est entendu et il reconnaît connaître Claude Juillet. Mais par contre, il nie complètement avoir été là le week-end en question. Dès que le gendarme lui parle de la fille de Claude Juillet, il change sa version des faits. Oui, il était là, mais Claude et lui n'ont pas bougé de la maison. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fumé, ils ont regardé la télé. Et rien d'autre.
Deux suspects, bientôt sous les verrous. Le temps passe et de plus en plus d'éléments pointent du doigt la piste criminelle. Le 12 mars, les papiers d'identité, permis de conduire, chèques des deux hommes sont retrouvés déchiquetés dans une rive à Bouleray. Puis à Charentonnet, le tapis d'entrée de la maison du couple ainsi qu'un sac qui contient des cigarettes est retrouvé. Des habitants ramassent également des têtes d'oreiller, tachées de sang. Une personne va malheureusement laver une des têtes à la javel. L'autre va apporter la seconde tête d'oreiller telle qu'elle l'a trouvée. Puis un peu plus tard, les gendarmes découvrent un sac en plastique. À l'intérieur, une cuillère à dessert, un pot de yaourt, de l'essuie-tout, des mégots et un cendrier. Chacun de ces éléments peut contenir un ADN. Pour la thé et la cuillère, les gendarmes en sont sûrs, ils sont au couple de disparus. L'enquête s'oriente donc de plus en plus, malheureusement, vers un double homicide. À cet instant, la maison du couple est passée à la loupe. Le Blue Star est pulvérisé dans toute la maison. La lumière noire qui va la tapisser révélera des taches de sang dans le salon, ainsi que sur la route qui mène à l'étage. Et il y en a pas mal. En tout cas, suffisamment pour inquiéter les enquêteurs. Le 15 mars, un appel à témoins est lancé pour retrouver le couple, ou ne serait-ce qu'avoir des indices. Les alentours de la maison sont fouillés, lacs, étangs, bois, forêts. 50 gendarmes sont à pied à leur recherche. Et les témoignages s'accumulent. Le 16 mars, à Bouleray, à environ 50 km de Couy, le propriétaire d'une station de lavage rapporte avoir vu le 8 mars deux hommes laver de fond en comble un fourgon blanc de la marque Renault Master. L'homme trouve cela relativement étrange, excessif, de laver un fourgon à ce point-là. Il note la plaque d'immatriculation. Le véhicule appartient à Claude Juillet. Décidément, l'homme est partout. Les soupçons se resserrent sur lui et un potentiel complice. Complice de quoi? Pour le moment, personne ne sait ce qui est arrivé à Guy et Luc. On sait juste qu'ils ne donnent aucune nouvelle et qu'ils sont introuvables. Le couple est toujours porté disparu et aucun élément ne vient attester de leur trépas, même si la théorie criminelle est présente. Les gendarmes n'ont que peu d'éléments. Cependant, ils ont des témoignages de comportements fort étranges de la part de Claude Juillet et de l'apparition de son fourgon pile le soir de la disparition du frère de son ex-copine. Les cartes bleues, l'utilisation de l'une d'elles sur Paris, pile le soir où Claude Juillet est sur Paris. Ça commence à faire beaucoup. L'espoir de retrouver Guy et Luc en vie s'amenuise de jour en jour. La téléphonie de Claude Juillet et Christophe Rayet est exploitée. Les enquêteurs et les gendarmes découvrent que le samedi 7, ils se téléphonent. Puis, comme par hasard, ils coupent leur portable en même temps le samedi 7 dans l'après-midi pour les rallumer le dimanche matin. Le fourgon de Claude Juillet est fouillé et les clés de la maison de Guy et Luc y sont découvertes. Le 30 mars, nouvelle garde à vue pour Claude Juillet, Christophe Rayet et Marie-Laure Bordenave. L'ADN des suspects, Claude et Christophe, sont retrouvés sur certains éléments. La petite cuillère, des mégots, etc. Sur des serflex, on retrouve l'ADN de Guy. Et le sang de la tête est celui de Luc. Pour Marie-Laure Bordenave, elle est en garde à vue pour savoir si elle est impliquée de près ou de loin. Ce qui est faux, elle n'était au courant de rien. En garde à vue, Claude Juillet déclare qu'il n'est pas responsable de la disparition inexpliquée de Guy et Luc. Il est bien incapable d'expliquer la présence des clés de la maison des disparus dans son fourgon. Par contre, il reconnaît enfin que Christophe était avec lui ce week-end-là, le week-end de la disparition de Guy et Luc. Les gendarmes interrogent également Claude Rayet. Lui aussi répond « Il ne sait rien, il n'a rien vu.
Il était au domicile de Claude, qui l'héberge pour le week-end. Bon, pas d'aveu, mais il y a quand même pléthore d'éléments à leur rencontre. Le duo est placé en détention pour séquestration suivie de mort. Claude Juillet reste muré dans le silence, qui lui pèse de plus en plus. Mais après quelques semaines, le mutisme ne marche plus. Au pied du mur, Claude Juillet et Christophe Rayet avouent, un peu sous la pression. Car le 28 avril, un codétenu de Christophe Rayet apporte des propos. Pour Christophe Rayet, Luc et Guy sont morts, enterrés près d'un supermarché, sous du sable, près de la Charité-sur-Loire. Que le couple a été tué par balle, enterré avec leur portable, ce qui n'est pas possible, car les portables ont été retrouvés dans la maison. Le 14 mai, Claude Juillet avoue les meurtres. Mais il avoue ne pas avoir fait cela seul, mais avec un ami qu'il héberge pour le week-end, Christophe Rayet. Ce mobile pour les meurtres, il est simple. Claude Juillet estime que Guy Bordenave et Luc Amblard nuisaient à sa relation avec Marie-Laure Bordenave. Que c'est de leur faute si elle a rompu avec lui. Comme si Marie-Laure n'avait pas su prendre la décision d'elle-même. Pour Claude Juillet, il s'est débarrassé d'un problème. Car pour lui, Luc et Guy désapprouvent sa relation avec Marie-Laure. Qu'il se moquait de lui. Que ce n'est pas une question d'argent. Enfin, oui et non, car Guy et Luc doivent un peu d'argent à Claude. Mais petit à petit, le scénario du crime se dessine. Le scénario du crime. Le samedi 7 mars, en fin de soirée, vers 22h, 22h30, Claude Juillet et Christophe Rayet se rendent avec le fourgon au domicile du couple. Ils se garent. À l'intérieur du fourgon, tout est prévu. Liens de serrage, pelle, ainsi que 2 fusils non chargés, selon Claude Juillet. Tous les deux frappent à la porte de Luc et Guy, qui ouvrent sans se poser de questions. Mais très vite, tout part en vrille. Claude Juillet ou Christophe Rayet, en fonction des sources, aura demandé de l'argent au couple. L'un d'eux donnera même un coup de crosse à Luc, d'où des gouttes de sang. Le couple est point lié et amené à leur chambre. C'est pour cela qu'il y aura des traces de sang jusque dans le lit. Claude Juillet va affirmer que le couple n'a jamais cherché à s'enfuir ni à se rebeller. Et pendant que Luc et Guy sont placés sur leur lit, point liés, Christophe et Claude fouillent la maison. Ils épluchent les comptes en banque. Mais pour d'autres sources, Christophe Rayet surveille Luc et Guy et Claude Juillet fouille seul la maison. Il épluche les comptes en banque. C'est lui-même qui déplace la voiture et la met dans le garage. Claude Juillet aurait fait ça une grosse partie de la nuit, jusqu'à peut-être 5 ou 6 heures du matin. Pourquoi partir au petit matin? Car pour Claude Juillet, c'est louche, un fourgon qui se bat en pleine nuit. Mais c'est moins louche, un fourgon blanc entre 5h et 7h du matin. Tout le monde part entre 5h et 6h. Luc et Guy sont bâillonnés, poings liés. Ils sont placés à l'arrière du fourgon. Le but était clair dès le départ. Luc et Guy doivent mourir. Mais ce n'est pas l'idée de Claude Juillet. C'est Christophe Rayet qui en est à l'origine. Bon, on lui avait parlé d'un coup de fusil bien placé, d'une balle bien placée. Mais Claude Juillet préférera les enterrer vivants. Le fourgon roule environ 20 minutes, puis s'arrête en bord de Loire, près d'un supermarché à la Charité-sur-Loire. Un lieu relativement isolé, il n'y a qu'un petit chemin de terre. Les 4 personnes s'avancent, le trou est déjà là, prêt à l'emploi. 2,30 m de longueur, 1,10 m de largeur
et 1,07 m de profondeur, tout juste la place. Selon Claude Vuillet, Guy et Luc se rendent dans le trou sans faire d'histoire. Du sable est en premier lieu versé sur le couple, qui va demander à leur agresseur d'arrêter, ce qu'ils ne font pas. Le sable s'accumule jusqu'à arriver à leur cou. Puis, pour qu'aucun d'eux ne voie l'autre mourir, un petit tas de terre va les séparer. Et une fois le premier enterré vivant, le second a compris que lui aussi était condamné à la même peine, et que rien ni personne ne pouvait arrêter le duo meurtrier. Guy et Luc mettront près d'1h30 à être enterrés vivants. À 7h du matin, le dimanche, tout était fini. Le trou finit même par être camouflé avec des branches. Mais la version est différente pour Christophe Vreillet, qui raconte ne pas avoir été présent lors de la mise à mort du couple, que Claude Vuillet l'aurait déposé sur le bas-côté, près d'un village, le bourg de la Charité. Mais aucun témoin n'a vu Christophe. Et pour Vreillet, c'est l'argent qui est le mobile du crime, et pas une jalousie bizarre. C'est pour cela aussi qu'ils sont restés aussi longtemps dans la maison. Claude Vuillet cherchait un coffre qui n'existait pas. Cependant, ils n'ont pas fait que cela. Le duo s'est également détendu, car jusqu'à l'aube, ils regarderont la télé, vont boire et manger. Le 4 juin, les corps de Guy et Luc sont enfin retrouvés. Les deux hommes sont assis, l'un en face de l'autre. Ils se regardent mourir. Ils sont restés ensemble jusqu'au bout. Tous deux sont morts asphyxiés, sans aucune blessure, hormis le coup de crosse à l'arcade pour Guy. Ils semblent même ne pas s'être débattus dans le sable. Résignés, Guy et Luc se laissent tuer. On demandera à Claude Vuillet pourquoi les avoir enterrés vivants. Claude Vuillet explique ne pas avoir voulu se servir d'une arme à feu pour ne pas faire de bruit. Tout le temps, lors de son récit, l'homme va rester froid, distant et neutre. Tous les éléments sont réunis pour que le procès s'ouvre. Le procès s'ouvre le 26 septembre 2011 à Bourges. La salle d'audience est pleine à craquer, la presse est là, tout le monde veut voir Christophe Vreillet et Claude Vuillet. Au cours du procès, Claude Vuillet va reprocher à Christophe Vreillet de se dédouaner des crimes, qu'il n'aurait jamais pu reboucher ou creuser le trou tout seul. Le mobile semble aberrant pour tous. Claude Vuillet se serait débarrassé de Guy et Luc car il estimait qu'ils se trouvaient trop proches de Marie-Laure Bordenave, qu'ils sont responsables de leur rupture, que tout est de leur faute, que lui n'a rien à voir avec ça. Mais la sœur de Guy, Marie-Laure, va déclarer qu'elle était totalement libre dans sa vie de couple et que Guy et Luc n'avaient pas voix au chapitre. C'est le seul instant où Claude Vuillet va réagir. Il ne parlera pas, mais aura un regard particulier. Ensuite, il se referme sur lui-même. Le mobile restera donc, peut-être pour tous, extrêmement flou. En tout cas, pour tout le monde, sauf pour Claude Vuillet, qui estime peut-être encore que Guy et Luc sont responsables de sa rupture avec Marie-Laure. Vient ensuite l'expertise psychiatrique de Christophe Vreillet et de Claude Vuillet. Christophe Vreillet est perçu comme une personne qui se contente de suivre, un petit peu dépressive, avec un gros mal-être. Claude Vuillet est lui montré comme une personne narcissique, un peu paranoïaque, qui peine à exprimer ses sentiments. Que lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé lors de la mise à mort de Guy et Luc, il n'a éprouvé aucune émotion particulière lors du meurtre, lors de ces 1h30 d'enterrement. Pas de culpabilité,
aucun regret, aucun remords. Et il se contente d'être extrêmement froid et méthodique dans son récit, ne mettant aucun sentiment. Christophe Rayet, lui, restera sur ses positions pendant très longtemps, même pendant tout le procès. Il n'était pas là ou là que pour l'argent, c'est-à-dire qu'il n'était là que dans la maison, et pas lors de la mise à mort de Guy et Luc. Que Claude était seul, ou peut-être avec un complice. Le 22 juillet 2010, les deux suspects sont conduits à la Charité-sur-Loire, l'endroit où Guy et Luc ont été enterrés vivants. Christophe Rayet restera en dehors de la situation. Mais Claude Juillet va jouer son rôle jusqu'au bout et continue d'affirmer que Christophe Rayet était présent à ses côtés du début à la fin. Au procès, pas de larmes, pas d'excuses, pas de compassion pour la famille. Le verdict ne se fait pas attendre. Le 29 septembre 2011, c'est le verdict. 30 ans de prison, dont 22 ans de sûreté pour Claude Juillet, qui avait tout mis en œuvre. Et pour Christophe Rayet, c'est pareil, 30 ans de prison. L'homme s'est contenté de suivre le mouvement, mais va nier les faits, du début à la fin. En tout cas, va nier être présent lors des morts de Guy et Luc. Et c'est pour ça qu'il écope de la même peine. Les deux hommes ne feront pas appel de la décision. Silence radio de la part des deux hommes. Ils ne s'exprimeront pas. La vérité n'a donc peut-être pas été dite. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est passé vraiment. Car pour les experts, Guy et Luc n'auraient jamais pu descendre seuls dans la fosse. Les deux hommes, n'oubliez pas, avaient les mains liées et descendre d'1,7 m. Sans ses mains, c'est compliqué, surtout sans tomber. Et pourtant, Claude Juillet va rester sur ses positions. Guy et Luc sont allés seuls dans la fosse et se sont laissés mourir sans rien dire, sans chercher à se battre. Les meurtres de Guy Bordenave et Luc Comblard ont secoué le pays. Le couple est mort enterré vivant, une peur enfouie en chacun de nous. Ils sont tués par un homme qui estimait qu'ils étaient responsables de sa rupture avec Marie-Laure, la sœur de Guy, qu'ils étaient beaucoup trop proches d'elle, qu'ils prenaient trop de place. Ils sont morts juste pour ça. Claude Juillet voulait se débarrasser du problème, il l'a fait. C'est ainsi que se termine l'histoire de la vie et de la mort de Guy Bordenave et de Luc Comblard, morts, enterrés vivants, face à face, jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir écouté ou regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour un petit live détente. Passez une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,